Un DC-10 avec à son bord des vacanciers, et notamment beaucoup d'enfants, fait route vers Chicago. 1 heure après le décollage, un de ses moteurs tombe en panne. Bien qu'il lui en reste 2, l'avion devient presque impossible à piloter. Les 285 passagers se préparent à un atterrissage d'urgence à Sioux City. Comment la panne d'un seul des moteurs a-t-elle pu conduire à ce désastre? Grâce à la simulation informatique, nous allons vous montrer précisément ce qui a entraîné la perte du vol 232. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux que nous allons tenter de reconstituer dans cette Minute de vérité. États-Unis, Colorado, Denver, aéroport de Stapleton, 19 juillet 1989. Surnommée la porte d'entrée des Rocheuses, Denver est une des plaques tournantes du trafic aérien américain. 1300 avions décollent d'ici tous les jours, transportant plus de 75 000 passagers. L'été bat son plein et l'aéroport de Stapleton est envahi par les vacanciers et les hommes d'affaires. Debbie McKelvey fait partie des vacanciers qui vont quitter Denver ce jour-là. Elle emmène sa fille Devon, 6 ans, et son fils Ryan, 7 ans, à une réunion de famille dans l'état dont elle est native, la Pennsylvanie. Je revenais pour 2 semaines avec mes enfants et j'étais enthousiaste à l'idée de ce voyage. Debbie profite de la promotion Journée des enfants proposée par la compagnie United Airlines. Les enfants de moins de 14 ans volent pour 1 cent seulement, à condition que chacun d'eux voyage avec un adulte payant. Debbie part donc avec son ami du club de tennis, Russ Ness, pour qu'elle fasse la paire avec un de ses enfants. Ça me faisait plaisir de partir avec Russ, car elle pouvait s'occuper d'un de mes enfants et moi de l'autre. 13h15. Debbie, Russ et les enfants sont en salle d'embarquement pour le vol UA 232 à destination de Philadelphie via Chicago. Le pilote de ce vol sera le commandant Al Haynes. Le personnel en cabine lui a signalé un petit problème électrique en cuisine lors du vol précédent. Mais les ingénieurs lui ont donné le feu vert pour poursuivre sa route. Ce pilote chevronné totalise 7190 heures de vol sur DC-10. Les passagers sont donc en de bonnes mains. Le DC-10 est un avion formidable, surnommé parfois l'avion des vieux, tant il est facile à piloter. À la fin des années 80, plus de 400 appareils de ce genre sont encore en service. Pourtant, l'histoire du DC-10 a été émaillée de nombreuses catastrophes. Windsor, dans l'Ontario, au Canada, 1972. Sur un DC-10 en service depuis 1 an, une porte de la soute explose, provoquant une décompression importante. Les pilotes parviennent cependant à poser l'avion sans anicroche. 2 ans plus tard, une porte est arrachée sur un DC-10 d'une compagnie turque au départ de Paris. Cette fois-ci, la décompression disloque l'appareil en plein vol et provoque la mort des 346 personnes qui se trouvaient à bord. L'avionneur McDonnell Douglas détecte et corrige le problème, mais la réputation du DC-10 restera à jamais entachée. L'appareil qui va effectuer le vol 232 est dans sa 17e année d'utilisation et compte plus de 43 000 heures de vol sans le moindre problème, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a donc aucune raison pour que ce vol soit différent. Jerry Schemmel, membre de la Continental Basketball Association, a l'habitude de se déplacer en avion. Prendre l'avion ne m'a jamais inquiété. J'ai effectué mon premier vol à 18 ans et ça m'a toujours plu. Jerry se rend à Columbus pour affaires avec son patron et ami Jay Ramsdell. Le vol qu'il devait prendre a été annulé, mais Jay a réussi à trouver un billet pour le suivant. Il n'y a en revanche aucune place pour Jerry. Jay décide donc d'attendre avec lui jusqu'à ce qu'ils obtiennent 2 places sur un autre avion. Sur le moment, j'y ai pas trop prêté attention. C'était sympa et j'aurais fait de même.
Au bout de 6h30 d'attente, Jerry et Jay se voient attribuer 2 places sur le vol United Airlines 232 pour Philadelphie. Il y aura à bord 285 passagers et 11 membres d'équipage. Debbie McKelvey embarque avec son amie et ses 2 enfants. Le nombre de jeunes passagers est inhabituellement élevé, 52 au total, en raison de la journée des enfants. Pour la responsable des agents de bord, Jan Brownlore, cet afflux d'enfants laisse présager un vol fatigant. Après 4 jours de voyage, elle a hâte de rentrer chez elle, à Chicago. Je me souviens avoir ressenti l'énergie de cette dernière étape et de m'être préparé pour le service. Le commandant Haynes, le copilote Bill Rickards et le mécanicien ingénieur navigant Dudley Dvorak effectuent les vérifications pré-vol. Ils roulent ensuite jusqu'à la piste et attendent l'autorisation de décoller. À 14h09, l'avion décolle de Denver. Au départ de Denver, le ciel était dégagé, c'était une belle journée, pas de vent. Un vol de routine, quoi. Debbie McKelvey est assise à côté de son fils Ryan et son ami russe est dans la rangée juste derrière à côté de Devon. À 15h16, les passagers terminent leur repas. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, une terrible explosion secoue l'avion. Je me suis dit, c'est une bombe. Je croyais vraiment que quelqu'un avait posé une bombe et qu'on commençait à tomber. C'est comme conduire sur une autoroute et passer sur un gros nid de poule. Jan Brownlore redoute que le fuselage ne soit percé. Instinctivement, je me suis assise par terre et je me suis cramponnée. Je ne savais pas s'il y allait avoir une décompression et si tout ce qui n'était pas solidement arrimé n'allait pas être aspiré à l'extérieur. Mais il n'y a aucun dégât visible à l'intérieur de l'avion. Dans le poste de pilotage, le commandant Haynes scrute les instruments correspondant au moteur et constate rapidement que le numéro 2 ne fonctionne plus normalement. Ça ne m'était jamais arrivé en vol, seulement en simulateur. Il est hélas bien en situation réelle. 15h17. Pour le commandant, la priorité consiste à couper le moteur défectueux. Il ne s'inquiète pas outre mesure car il sait que l'avion peut très bien voler avec les 2 turboréacteurs restants. Al Haynes entame donc la procédure d'arrêt et coupe l'approvisionnement en carburant et en électricité du moteur numéro 2. Une fois le moteur incriminé coupé, le mécanicien ingénieur navigant, Dudley Dvorak, repère un autre problème. On n'a plus de bâche hydraulique. Ses instruments lui indiquent que les circuits hydrauliques des 3 moteurs sont vides. Il n'en croit pas ses yeux. Les circuits hydrauliques actionnent les volets, les ailerons, la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur. Privés de ces commandes de vol, les pilotes sont incapables de diriger l'avion. Et les instruments disent vrai. Al, tu peux m'aider? Le copilote Bill Rickards découvre horrifié que ses commandes ne répondent plus. L'avion commence à s'incliner sur sa droite et le copilote ne peut rien faire. Là, on a compris qu'on était dans le pétrin, qu'il y avait un très gros problème. Le commandant Haynes essaie d'actionner les commandes, mais lui non plus ne parvient pas à rétablir le niveau de vol du DC-10. L'avion menace de se retourner, une perspective terrifiante. On ne pouvait ni faire virer l'avion, ni contrôler son tangage, rien du tout. C'est le cauchemar de tout pilote. L'avion est à 11 000 mètres et ne répond plus. Si son aile gauche continue de monter, il va se retourner et tomber. La situation du vol United Airlines 232 est des plus préoccupantes, car malgré leurs efforts, Al Haynes, Bill Rickards et Dudley Dvorak ne parviennent pas à maîtriser leur appareil.
En cabine, les passagers perçoivent la forte inclinaison de l'appareil. Mon fils de 7 ans et demi a toujours été très observateur. Il a regardé à droite et à gauche et il a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On sentait que l'avion penchait. On sentait notre corps pencher à droite. Je me souviens d'ailleurs m'être dit que ce n'était pas normal. 15h18. L'aile gauche est dangereusement relevée. Al Haynes sait que c'est désormais une question de secondes avant que l'avion ne se retourne et plonge vers le sol. Il ne lui reste plus qu'un vieux tour d'aviateur dans son sac. S'il échoue, le vol UA-232 est condamné. Ma première réaction a été de fermer une manette des gaz et de pousser l'autre. Dans un effort désespéré pour retrouver son niveau de vol, le commandant Haynes essaie d'ajuster la puissance relative des deux moteurs logés sous les ailes. Si le moteur droit tourne plus vite que celui de gauche, l'avion devrait appuyer à gauche et inversement. La manœuvre réussit. Al Haynes parvient à faire cesser le tangage. S'il n'a toujours aucune commande de vol, il parvient cependant à guider l'avion en utilisant les manettes des gaz. Mais il découvre vite qu'il ne peut que tourner à droite. À 15h20, le copilote Bill Rickards contacte par radio le contrôle aérien de Minneapolis. Il explique que les commandes de vol ne fonctionnent plus et demande qu'on lui indique une trajectoire de vol vers l'aéroport le plus proche. Les trois hommes n'ont aucune idée de comment ils vont pouvoir atterrir. Mesdames et messieurs, ici le commandant. Nous avons coupé le moteur 2. Al Haynes annonce le problème moteur aux passagers, mais ne dit rien des ennuis de commande de vol. Les passagers ne sont pas tous rassurés par ces paroles. On sentait la tension du personnel de bord. C'est dans ces moments-là qu'on se dit, il y a tout de même quelque chose qui ne va pas. Le commandant Haynes sait qu'il lutte contre la montre. L'avion chute à raison de 250 mètres par minute. Ils vont très vite devoir tenter un atterrissage d'urgence. À 15h22, le contrôle aérien informe le vol 232 que la piste la plus proche se trouve à l'aéroport de Sioux Gateway. C'est un petit aéroport régional situé près de la paisible bourgade de Sioux City, dans l'Iowa. 15h25. À la caserne de pompiers de la ville, l'après-midi est des plus calmes. Mais les choses vont bientôt changer. Quand Robert Hamilton, le chef des pompiers, entend l'alerte, il s'attend à un problème de taille. Je fais ce métier depuis longtemps et on finit par avoir un sixième sens. Quelques minutes plus tard, son intuition se confirme. Le vol UA-232 se dirige droit sur sa ville. 9 camions de pompiers viennent de toute urgence se poster sur une des pistes de l'aéroport. Le commandant Haynes et son équipage doivent trouver un moyen de se poser, alors qu'ils sont privés de commande de vol. Mais avant même qu'ils aient pu trouver une solution à ce problème, ils en découvrent un autre. Le DC-10 se met à voler en dents de scie, de manière aléatoire et incontrôlable. Les pilotes ont l'impression de se trouver sur un grand 8 aérien. On ignorait combien de temps on resterait en l'air. En sentant les soubresauts de l'avion, Debbie McKelvey commence à craindre pour sa vie. J'étais avec mes enfants de 6 et 7 ans. Je me suis dit, si on doit mourir, pourvu que ce soit rapide. À 15h26, le commandant Haynes convoque la responsable des agents de bord dans le cockpit. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti toute cette tension. C'était la pire situation possible. Le commandant l'informe qu'elle doit préparer les passagers à un atterrissage d'urgence. En arrivant en première classe, je ne pouvais regarder personne dans les yeux, car j'avais peur que les gens ne lisent la peur dans les miens. Denny Fitch, instructeur de vol sur DC-10, rentre chez lui après une séance de formation. Il sait que l'heure est grave et propose son aide. À 15h29, ce qu'il découvre en entrant dans le cockpit le glace d'effroi.
C'était saisissant pour moi. Les deux pilotes étaient aux commandes et tous les deux avaient les muscles des avant-bras bandés par l'effort. Leurs articulations blanchissaient sous la pression. En tant qu'instructeur expérimenté, Denny Fitch est rompu à toute éventualité. Pourtant, il n'a encore jamais rien vu de pareil. J'étais abasourdi. C'était du jamais vu. Il n'y a pas de procédure d'urgence en cas de perte du circuit hydraulique. Ma première pensée, pour être honnête, a été de me dire que j'allais mourir cet après-midi-là. Le commandant Haynes informe ses passagers que l'avion va atterrir en urgence à Sioux City. La vie de 296 personnes est en jeu. Les pilotes font face à un incroyable défi. Poser l'appareil sans qu'il s'écrase. Denny Fitch aide du mieux qu'il peut. J'ai demandé au commandant s'il voulait que je m'occupe des manettes des gaz et il m'a dit « allez-y ». Il le remplace donc aux manettes, les seules commandes qui fonctionnent encore. Elles permettent d'effectuer un semblant de pilotage, mais l'avion ne peut toujours que tourner à droite. Pour moi, Denny était le 4e membre d'équipage car il était prêt à nous aider du mieux qu'il pouvait. 15h48. Le DC-10 est à 12 minutes de l'aéroport de Sioux City et il perd dangereusement de l'altitude. Les pilotes doivent dès lors envisager l'impensable. Dans quelques minutes, ils vont devoir tenter de poser un avion de 165 tonnes privé de commande de vol. La vie des 285 passagers est entre leurs mains. Les pilotes doivent s'aligner pour la trajectoire d'approche finale. Denny Fitch va tenter de diriger l'appareil tout en contrôlant sa descente, avec les seules manettes de gaz et en tenant compte du fait que l'avion ne peut effectuer que des virages à droite. La manœuvre consiste donc à faire une série de boucles en espérant qu'au sortir de la dernière, l'avion sera face à la piste. Les chances de réussite sont minimes. À 15h50, Jan Brownlow répète une dernière fois les consignes de sécurité. La vie des passagers était entre nos mains. On aurait entendu une mouche voler. Jan s'occupe plus particulièrement des 4 enfants trop jeunes pour avoir un siège. Il n'y a pas à l'époque de consigne officielle à ce sujet. Mais la procédure de United Airlines prévoit qu'en cas d'atterrissage d'urgence, les adultes maintiennent les jeunes enfants au sol. Jan doute du bien fondé de cette procédure, mais elle respecte les consignes. J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Quand je me souviens que j'ai dit à des passagers, à des parents, de maintenir leurs jeunes enfants couchés au sol. À l'approche de Sioux City, les 4 hommes dans le cockpit ont parfaitement conscience de l'enjeu. 296 vies sont entre vos mains. Jamais je ne me suis senti autant responsable de toute ma vie. Privé de ses freins, l'avion a besoin de la plus grande longueur de piste possible. C'est pourquoi les contrôleurs aériens lui affectent la numéro 31. Avec ses 2700 mètres, c'est la plus longue de Sioux City. À 15h52, Denny Fitch entame la dernière boucle. Il sait que l'avion endommagé ne pourra jamais reprendre de l'altitude pour une deuxième tentative. Ça y était, il fallait qu'on se pose sur cette piste. Et du premier coup. Au sortir de la dernière boucle, les pilotes sont soulagés de découvrir droit devant eux l'aéroport de Sioux City. Le seul petit problème, c'est qu'ils ne sont pas en face de la bonne piste. Cette piste était devant nous, on manquait de temps et d'altitude, donc on y est allé. La piste 22 est bien plus courte que la 31, et c'est celle où se sont garés les camions de pompiers et les ambulances. C'est seulement au bout de quelques minutes qu'on a su qu'il y avait un changement, que l'avion n'atterrirait plus sur la piste 31 mais la 22.
À 15h59, les camions de pompiers dégagent la piste 22 de toute urgence pour permettre aux DC-10 d'atterrir. On s'est dépêché d'évacuer et de se mettre dans la meilleure position possible afin ensuite d'accéder à cette même piste. Le commandant ordonne aux passagers de se mettre en position de sécurité. Quand cet ordre a été donné, on aurait dit qu'une brise traversait un champ d'herbe. Tous les passagers en cabine ont disparu pour se mettre en position. Je me suis dit que ça y était. Et j'ai dit à mon fils de baisser le pare-soleil du hublot. On n'avait pas besoin de voir la fin arriver. Tandis que les pilotes font de leur mieux pour aligner la trajectoire de l'avion dans l'axe de la piste, ils volent encore à 400 km/h, alors que la vitesse normale pour un atterrissage est de 250 km/h. Mais incapables d'actionner les volets, ils ne peuvent pas ralentir leur descente. L'avertisseur de proximité de sol se met à sonner. Ils descendent trop vite. L'avion plonge à 560 mètres minute, 6 fois plus rapidement que la normale. À terre, une équipe de télé locale se précipite sur les lieux pour filmer l'atterrissage. Ça va pas être joli. 16 heures. Quelques secondes avant l'atterrissage, le nez et l'aile droite s'abaissent. S'il se pose avec une telle inclinaison, l'avion risque de se disloquer. J'ai poussé les deux manettes au maximum en espérant que ça ferait se relever le nez. Denny Fitch tente désespérément de redresser l'appareil, mais il est trop tard. Les moteurs ne répondent pas à temps. À 16h16, l'avion percute la piste. On avait l'impression d'être tombé. Ça ne ressemblait pas à un atterrissage d'urgence, mais à un crash. J'entendais les grincements du métal, ce bruit que je n'avais jamais entendu et que j'espère ne jamais plus réentendre. Le train d'atterrissage droit et l'aile droite sont arrachés. Le kérosène commence à fuir et l'appareil prend feu. J'ai vu des boules de feu. L'avion raclait la piste. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on va finir brûlé vif. L'avion glisse sur son aile brisée le long de la piste, sur environ 600 mètres avant de se disloquer. Le poste de pilotage s'est cassé comme une pointe de crayon et l'épave s'est mise à faire des tonneaux à une vitesse folle. Le tronçon principal du fuselage dérape un peu plus loin sur la piste et se retourne sur le dos avant de s'arrêter en bordure de la piste. L'avion se casse en 3 morceaux, le poste de pilotage, la queue et la cabine. Des dizaines de passagers évacuent la cabine en flammes. Camions de pompiers et ambulances se précipitent pour les aider. Les services de secours découvrent un triste spectacle avec d'innombrables morts et blessés. Les survivants se dispersent dans les champs de maïs qui bordent la piste. Parmi eux, Debbie et son fils Ryan. J'ai pris mon fils et on s'est mis à courir. Je n'avais aucune idée d'où on était. Certains des jeunes enfants et des bébés maintenus sur le plancher de l'appareil sont portés disparus. La violence du choc les a arrachés à leurs parents. Une mère éplorée s'en prend à Jan Brownlore, l'hôtesse de l'air. Elle m'a regardée et m'a dit « Vous m'avez dit de le mettre par terre et que tout irait bien. » Et j'ai su que je devrais vivre avec ces mots pour le restant de mes jours. Âgé de 23 mois, l'enfant en question, Ivan Sao, a péri carbonisé. Debbie McKelvey et son fils parviennent à sortir des décombres de l'épave, mais ils ne voient Devon nulle part. Je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas occupée des deux. C'est un sentiment écrasant et vraiment horrible.
Jerry Schemmel sort sain et sauf de la cabine. Puis il entend les pleurs d'un bébé. Malgré l'épaisse fumée, il retourne dans l'épave en flammes. Je ne me suis pas dit, si j'y retourne, tout risque d'exploser ou je ne pourrai plus ressortir. J'ai entendu des pleurs de bébé et j'y suis retourné. La cabine se remplit pourtant de vapeurs toxiques. Ce genre de fumée peut tuer en quelques minutes. Les parents, comme Debbie McKelvey, redoutent que leurs enfants ne soient encore à l'intérieur de l'avion en flammes. Le choc a été particulièrement violent lorsque l'avion s'est écrasé. À l'intérieur de la carlingue, Jerry Schemmel se dirige comme il peut. Je me suis rapproché de la source des pleurs et en tâtonnant, j'ai trouvé un bébé prisonnier d'un coffre à bagages. Je l'ai attrapé par un bras et je l'ai fait passer par un trou. Je me suis remis debout, j'ai distingué la sortie grâce à la lumière du soleil et je suis ressorti de l'avion une deuxième fois. Jerry a sans doute sauvé la vie de cet enfant. Mais Debbie McKelvey craint que sa fille et son ami n'aient pas survécu à l'accident. C'est alors qu'elle repère le visage de sa petite Devon au milieu de la fumée. Ça a été un sentiment merveilleux. Elle était là et elle allait bien. Tandis que les passagers s'éloignent de l'épave, le commandant Haynes et son équipage sont toujours prisonniers du cockpit. Le nez de l'avion s'est enfoncé dans la terre meuble qui borde la piste. C'est l'endroit que les secours atteignent en dernier. Ils doivent utiliser un chariot élévateur et du matériel de désincarcération pour dégager les décombres. Il leur faudra une demi-heure pour arriver jusqu'aux 4 hommes. À 17 h, il les extrait enfin. Les pilotes sont grièvement blessés, mais vivants. Je me souviens, il m'a tapoté sur la poitrine et m'a dit « Tout va bien mon vieux, je suis là, tu vas t'en sortir ». Ça a été un soulagement énorme. L'épave du DC-10 continue de se consumer pendant plus de 2 heures. « 9 hélicoptères et 34 ambulances évacuent les rescapés. Jerry Schemmel s'inquiète pour son ami Jay, qu'il a perdu de vue pendant l'accident. Il espère qu'il s'en est sorti, mais au fil du temps, il perd tout espoir. J'ai eu l'intuition 8 heures après le crash, comme personne ne l'avait vu, qu'il n'avait pas survécu. Jay Ramsdell fait partie des 111 passagers qui ont péri. Une hôtesse de l'air a également trouvé la mort. 11 enfants figurent au nombre des victimes. Malgré tout, 184 personnes ont miraculeusement survécu au crash de Sioux City. Mais pour les pilotes du vol 232, chaque décès est une tragédie. Denny Fitch, l'instructeur de vol, apprend le nombre de morts lorsque sa femme vient lui rendre visite à l'hôpital. Elle s'est mise à pleurer car elle a compris que je l'ignorais. 112 personnes étaient mortes en cabine. Et quand je l'ai vue pleurer, j'ai eu ma réponse. Pendant 3 jours, je n'ai pas arrêté de sangloter, je ne pouvais plus m'arrêter. Ça m'a brisé le cœur d'apprendre que tous ces gens étaient morts. J'étais prêt à mourir pour eux et je ne voulais pas qu'ils périssent. Al Haynes et l'équipage veulent que quelque chose de positif ressorte de ce drame. J'aimerais dire que cet équipage et tout le transport aérien tiennent à découvrir les causes de cet accident pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. Le NTSB, l'équivalent du bureau enquête accident, envoie une équipe d'enquêteurs à Sioux City. 427 DC-10 étant alors en service dans le monde entier, le NTSB doit découvrir ce qui est arrivé à celui de United Airlines, et vite. Frank Hildrup dirige l'équipe chargée d'examiner la structure de l'avion. On ressent beaucoup d'appréhension et d'anxiété lors de ce genre de mission. Je n'occupais pas ce poste depuis très longtemps à cette époque, seulement 9 mois.
Frank Hildrup et son équipe du NTSB arrivent en Iowa 9 heures après le crash et se mettent immédiatement au travail. Leur priorité consiste à récupérer chaque morceau de l'épave pour reconstituer l'avion. C'est une tâche herculéenne. L'accident s'était produit sur une surface si grande qu'on savait qu'une enquête très longue nous attendait. Les milliers de débris sont éparpillés sur plus d'1 kilomètre. Les services d'urgence et la garde nationale sont mis à contribution. Des centaines d'hommes fouillent chaque mètre carré aux alentours de la piste. L'enquêteur Jim Wilday sait que les composants les plus minuscules peuvent détenir la clé susceptible d'expliquer le crash. Pour comprendre comment un avion s'est disloqué et les interactions entre les différentes pièces, il est souvent très utile de reconstituer la structure de l'appareil. Les enquêteurs interrogent les 4 pilotes pour analyser l'étrange perte des commandes. On n'a plus de bâche hydraulique. Le commandant Haynes et son équipage confirment que peu de temps après la panne du moteur numéro 2, tous les circuits hydrauliques ont cessé de fonctionner. L'information laisse Frank Hildrup on ne peut plus perplexe. Personnellement, je ne savais pas comment expliquer l'accident d'un avion qui avait perdu tous ses circuits hydrauliques. C'était du jamais vu et je n'avais jamais été confronté à ça. Toutes les commandes de vol d'un DC-10 dépendent des circuits hydrauliques. Les volets qui gèrent la descente, les gouvernes de profondeur qui contrôlent le tangage, la gouverne de direction qui dirige l'avion et les ailerons qui le font virer. Ce sont des liquides sous pression circulant dans les circuits hydrauliques qui actionnent ces commandes de vol. Il y a 3 circuits hydrauliques indépendants. Dans le cas où l'un d'eux cesse d'être opérationnel, il n'y a a priori aucune raison pour que cela provoque une perte des liquides hydrauliques dans les 2 autres. La fuite simultanée des liquides dans les 3 est quasiment impossible. Les experts estiment ce risque à 1 milliard contre 1. C'est alors qu'une découverte inattendue est signalée. À 90 km de Sioux City, des fermiers indiquent qu'ils ont trouvé des débris d'avion dans leurs champs. Les enquêteurs examinent ces morceaux et découvrent des éléments du circuit hydraulique numéro 2 qui se trouvaient en queue près du moteur défectueux. S'appuyant sur la trajectoire de vol, l'équipe calcule l'heure exacte où ces morceaux sont tombés. L'incident s'est produit à 15h16, au moment précis où la déflagration a retenti et où la panne moteur a été signalée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Tout indique donc un problème moteur qui a eu pour conséquence d'endommager les circuits hydrauliques. Les enquêteurs examinent alors chaque millimètre des 3 circuits hydrauliques de l'épave. Une tâche fastidieuse, mais qui s'avère payante. En effet, ils découvrent des perforations dans les 2 autres circuits. Et ces trous se situent tous à proximité du moteur défectueux. Nous avons conclu que les 3 circuits avaient été endommagés, ce qui expliquait la fuite des liquides hydrauliques et l'impossibilité de piloter l'avion. Incroyable mais vrai. Un événement a mis hors d'usage les 3 circuits hydrauliques en même temps. Mais les enquêteurs doivent encore prouver que c'est bien la panne du moteur 2 qui en est la cause. Ils analysent donc les perforations avec un microscope électronique. Ils découvrent des traces infimes de titane. Ce métal est utilisé pour fabriquer certaines pièces vitales des avions, car il est résistant et très léger. Sur le DC-10, le seul élément en titane à proximité de la queue se trouve à l'intérieur du moteur 2. Lorsque les ingénieurs du NTSB reconstituent ce moteur, un nouvel indice vient corroborer la théorie envisagée. Nous avons découvert qu'une portion importante du moteur 2 en queue de l'avion était manquante. Cette pièce, c'est la couronne d'aube,
l'énorme moyeu central du turboréacteur, une pièce faite en titane. Les enquêteurs commencent à avoir une idée de ce qui a conduit à la perte des commandes de vol. H moins 44 minutes. La violente déflagration perçue par les passagers et l'équipage correspond à la rupture de la couronne d'aube de 170 kg. Elle est éjectée du carter, sectionnant du même coup le circuit hydraulique numéro 2. Mais par malchance, d'autres débris viennent perforer les deux circuits restants. On a perdu les 3 circuits hydrauliques, j'en suis sûr. On n'a plus de bâche hydraulique. H moins 42 minutes. Les commandes ne répondent plus. La queue est si endommagée que l'avion ne peut plus tourner qu'à droite. Et privés des gouvernes de profondeur, les pilotes ne peuvent le maintenir à un niveau de vol constant. Les enquêteurs du NTSB ne savent cependant toujours pas pourquoi la couronne d'aube a cédé. Or, jusqu'à ce qu'ils élucident cette énigme, plus de 200 DC-10 continueront de voler avec des moteurs souffrant peut-être du même défaut. Il leur faut donc absolument trouver et analyser les morceaux manquants de la couronne. Les enquêteurs calculent la trajectoire probable de ces débris pour tenter de déterminer l'endroit où ils ont pu tomber. Ils réduisent le périmètre de recherche à une portion de champ de maïs de l'Iowa de 36 km². Ce travail revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les enquêteurs font le maximum pour mettre la main sur la pièce. Ils survolent la zone avec 4 hélicoptères, mais les maïs de 3 mètres de haut cachent ce qui se trouve au sol. Ils utilisent même des caméras infrarouges. Mais après des semaines de recherche, ils sont dans l'impasse. General Electric, le fabricant du moteur, offre même une récompense substantielle à qui trouvera la couronne d'aube tant convoitée. En vain. Deux mois s'écoulent. C'est l'heure de la récolte. En passant, j'ai senti une légère résistance sur l'avant de la moissonneuse. J'ai reculé, je me suis mise au point mort, je suis descendue et j'ai tout de suite vu que c'était la pièce qu'ils cherchaient. Il s'agit effectivement d'une pièce importante, à moitié enterrée. Des équipes de General Electric et du NTSB se précipitent chez les Sorenson. Dell et Janice les aident à extraire la pièce du sol. Voici la vidéo tournée par les Sorenson. J'avais une petite pelle. Je suis allé chercher le tracteur avec le bras mécanique. J'ai passé une chaîne autour, j'ai soulevé la pièce et je l'ai emportée à l'atelier non loin de là. On l'a lavée à l'eau chaude et après elle était impeccable. Très vite, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien d'un gros morceau de la couronne d'aube du vol United Airlines 232. Et ils en trouvent un autre non loin. Avec ces deux éléments, la quasi-totalité de la pièce est reconstituée. Très vite, les enquêteurs confirment qu'il s'agit bien d'un gros morceau de la couronne d'aube du vol United Airlines 232. Et ils en trouvent un autre non loin. Avec ces deux éléments, la quasi-totalité de la pièce est reconstituée. Janice Sorenson apprend que sa trouvaille va peut-être permettre d'expliquer le désastre. J'étais très émue.
J'avais les larmes aux yeux. J'étais à la fois toute excitée d'avoir trouvé la pièce et chagrinée pour tous ces gens qui étaient morts. Jenny Seidel empoche la récompense de 120 000 $ de General Electric. Ils en donnent la moitié à des œuvres caritatives. Le NTSB entame alors la deuxième phase de l'enquête. La couronne abîmée est expédiée par avion au laboratoire du fabricant, afin qu'on analyse ce qui a pu briser une pièce aussi robuste. Jim Wildey, un spécialiste des métaux, examine la pièce en commençant par la ligne de fissure principale. Il remarque une partie légèrement saillante, une fissure de fatigue de 13 mm de long. De telles fatigues du métal sont rares sur une couronne d'aube, car cette pièce est spécialement étudiée pour résister à la pression incroyable exercée par les forces de rotation dans le moteur. Puis, à la base de la fissure de fatigue, Jim Wildey repère une cavité minuscule. Elle faisait dans sa plus grande dimension 1,27 mm. En l'observant plus minutieusement, il remarque une décoloration du métal autour de la cavité. Il prélève un échantillon de la zone suspecte pour faire des tests. C'est peut-être là que se cache l'explication de l'accident tragique du vol UA-232. Ce qu'il va découvrir va choquer l'équipe du NTSB et ébranler toute l'industrie aéronautique. En effet, autour de la cavité, il trouve une impureté dans l'alliage en titane. C'est ce qu'on appelle une inclusion, un défaut significatif mais plus petit qu'un ongle humain. Les analyses montrent qu'il a été provoqué par un apport trop important d'azote lors du travail du lingot de métal. La couronne d'aube du DC-10 a donc été fabriquée à partir de titane contenant un défaut qui s'est avéré fatal. C'est l'ultime pièce du puzzle. En retraçant le fil des événements qui ont conduit à ce jour fatidique et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler ce qui s'est vraiment passé. La couronne du DC-10 tournant à raison de 3800 tours minute, la pression exercée fait apparaître une fissure minuscule. À chaque vol, elle ne cesse de s'étendre. 19 juillet 1989, H moins 44 minutes. La couronne fonctionne depuis 15 503 vols et plus de 17 ans. La fissure mesure alors 13 mm de long. La pièce défectueuse ne peut plus résister à l'effort imposé par la rotation et se casse en deux. Les dégâts engendrés rendent l'avion impossible à piloter. Pendant les 40 minutes qui suivent, les pilotes s'efforcent de maîtriser l'appareil. H-5. À l'issue de sa dernière boucle, le vol 232 se retrouve face à l'aéroport de Sioux City. H-20 secondes. Alors que l'avion atterrit, l'aile droite s'abaisse. C'est l'accident. L'extrémité de l'aile droite percute le sol et l'avion glisse à toute vitesse sur le tarmac. Un avion de 21 millions de dollars, pesant 165 tonnes, s'écrase au sol à cause d'un minuscule défaut dans une pièce de métal. L'équipe du NTSB fait une ultime découverte dramatique. Les enquêteurs apprennent que les techniciens de United Airlines ont effectué une inspection de routine de la couronne défectueuse 16 mois seulement avant l'accident. Or, la fissure était à la surface de la pièce. Au moment de l'inspection, elle devait presque mesurer 13 mm.
La couronne avait été inspectée avant l'accident et nous avons déterminé que la fissure était visible, mais personne ne l'a remarqué. Le rapport du NTSB conclut qu'elle est passée inaperçue en raison d'une erreur humaine. Ce même rapport affirmait cependant que les inspections d'United Airlines respectaient les réglementations en vigueur et les normes de l'aéronautique, et désignait le facteur humain comme un problème général dans toute l'industrie aéronautique au niveau des inspections moteurs. Suite à cette catastrophe, la FAA, l'équivalent de la Direction générale de l'aviation civile, a amélioré les procédures d'inspection des moteurs. La FAA a également exigé des modifications des circuits hydrauliques du DC-10. Les compagnies aériennes ont dû ajouter des vannes de coupure pour limiter la quantité de liquide susceptible de s'échapper en cas de fuite. Mais aujourd'hui encore, il n'est pas obligatoire d'attacher les enfants en bas âge en cas d'atterrissage d'urgence. Depuis l'accident, Jan Brownlow milite pour que tous les enfants aient des sièges et des dispositifs de retenue dans les avions. Elle n'a jamais oublié Ivan Tsao, le petit garçon mort pendant qu'elle était de service. Il aurait 17 ans aujourd'hui, s'il avait été dans un siège. Denny Fitch, Al Haynes et les autres membres d'équipage se sont vus attribuer une distinction par l'industrie aéronautique pour leur professionnalisme et leur courage hors du commun. Jerry Schemmel, qui est aujourd'hui père de famille, n'oubliera jamais la dette qu'il a envers ces hommes. Je pense à ces gars chaque jour depuis 16 ans. On n'aurait pas pu avoir de meilleurs pilotes. Les mesures instaurées après l'accident de Sioux City ont transformé la sécurité aérienne, non seulement sur les DC-10, mais sur tous les avions de ligne. Ces nouvelles réglementations devraient permettre d'éviter qu'une tragédie aussi terrible ne se reproduise un jour. Salut à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous de la Minute de Vérité, l'émission qui décortique les moments clés d'une tragédie. Celle d'aujourd'hui a ému le monde entier quand en 1977, deux Boeing, un néerlandais et un américain, vont entrer en collision sur l'aéroport de Tenerife aux Canaries et faire 583 victimes. À l'époque, on a parlé de crash du siècle. Cet accident va considérablement changer l'aviation civile. Voici son histoire, c'est la Minute de Vérité et c'est tout de suite sur Direct 8. Une île paradisiaque au large des côtes africaines, une destination de rêve pour tout vacancier. Mais ce jour-là, à cause d'un attentat, deux avions sont déroutés vers un petit aéroport. En 8 minutes, la collision aérienne la plus meurtrière de l'histoire fera 583 victimes. Aujourd'hui, grâce à une reconstitution en 3D, nous allons vous révéler ce qui s'est réellement passé. Les accidents ne se produisent pas sans raison. Ils sont le fruit d'une succession d'événements malheureux. Nous allons tenter de les démêler dans la Minute de Vérité. Europe, les îles Canaries, Tenerife. Dimanche 27 mars 1977. Los Rodeos est un aéroport calme sur les hauteurs de l'île, où transitent chaque jour quelques avions de petite taille. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Midi. Le vol de nuit en provenance de Los Angeles, le Pan Am 1736, n'est plus qu'à 2 heures des îles Canaries. Joan Jackson est hôtesse de l'air sur cette compagnie depuis 7 ans. Tout semblait parfaitement normal. Il arrive parfois qu'on ait des passagers un peu pénibles. Mais là, ils étaient tous adorables. Et c'était un plaisir de les avoir à bord. Jack Ridout, l'un des 378 passagers de ce Boeing 747, est ravi. Dans les années 70, les 747, c'était ce qui se faisait de mieux.
C'était un avion 2 fois plus gros que les autres. Jack a fait les choses en grand. Il emmène sa petite amie Joannie en vacances. On était en première classe. On est monté à l'étage. À l'époque, il y avait une sorte de salon. C'était très chic. Ils vont à Grande Canarie, dans l'archipel des Canaries, réputé pour ses somptueux paysages. Malheureusement, ce dernier abrite également des groupes terroristes, décidés à libérer ces îles de la domination espagnole. Midi et demi. Le commandant Victor Grubbs reçoit un message urgent du Centre régional de contrôle aérien. Une bombe a explosé à l'aéroport de Grande Canarie où il doit se poser. Il devra donc atterrir à l'aéroport de Los Rodeos sur l'île de Tenerife. Il explique la situation aux passagers. J'étais inquiet, comme tous les autres passagers, j'imagine. 13h38. Le Boeing 747 de la Paname n'est pas le seul avion dérouté. Un autre Boeing 747, le vol 4805 de la KLM, en provenance d'Amsterdam, se pose à Tenerife peu de temps avant. 3 autres appareils déroutés sont déjà sur le tarmac. L'aéroport de Tenerife est petit. Il n'y a qu'une seule piste d'envol et les contrôleurs aériens n'ont pas l'habitude de gérer autant d'avions, surtout des Boeing 747. De plus, nous sommes dimanche et 2 contrôleurs seulement sont présents. Les passagers de la KLM patientent dans la salle d'embarquement de l'aéroport. 14h15. Le Boeing 747 de la Paname se pose. Il doit lui aussi attendre la réouverture de l'aéroport de Grande Canarie. Grande Canarie n'est qu'à 25 minutes de là. Mais la police n'autorisera peut-être pas tout de suite la reprise du trafic aérien. Personne ne sait combien de temps il faudra attendre. L'aéroport Los Rodeos de Tenerife se trouve dans une vallée au pied du mont Teide, le 3e plus grand volcan au monde. Le Teide domine l'île et influe souvent sur le climat. Pour l'instant, le soleil brille, mais les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. L'aéroport est à 632 mètres d'altitude. Des nuages provoquent souvent un épais brouillard. Mais au moment où le Paname se pose, les conditions météorologiques sont parfaites. Il faisait un temps magnifique. Le ciel était dégagé, il faisait très beau. J'ai remarqué que l'aéroport était un peu vieillot, pour ne pas dire vétuste. L'aéroport Los Rodeos a été inauguré en 1941 et dispose d'équipements limités. Il ne possède pas de radar pour suivre les avions au sol et l'éclairage central de la piste est défectueux. Avec 5 gros avions de ligne déroutés, l'aéroport est surchargé. La salle d'embarquement est bondée. Les passagers du vol Paname doivent rester à bord de l'appareil. Le personnel de bord ouvre les portes pour avoir de l'air frais en cabine. On a attendu longtemps. On commençait à s'impatienter et à se demander quand on allait repartir. « 14h30. La police a sécurisé l'aéroport de Grande Canarie et les passagers espèrent pouvoir bientôt profiter de leurs vacances. Mais l'avion de la Paname est bloqué par le Boeing 747 de la KLM, qui est en plein ravitaillement. Remplir cet appareil de 55 000 litres de carburant prendra 30 minutes. L'avion de la Paname est obligé d'attendre. Les pilotes avaient envie de repartir. Ils auraient préféré que l'appareil de la KLM ne se ravitaille pas pour qu'on puisse redécoller. Après le ravitaillement, l'attente se prolonge. Sans fournir aucune explication, les autorités espagnoles retiennent les avions 2 heures de plus au sol.
À 16h56, le commandant le plus expérimenté de la KLM, Jacob Van Zanten, demande une autorisation de roulage. 2 minutes plus tard, la tour de contrôle la lui accorde. Dans l'avion de la Paname, Jack remarque que le temps change. Il a commencé à y avoir du brouillard. Et ça m'a surpris parce que ça a fini par recouvrir l'aéroport, comme si la nuit était tombée. Le vol 4805 de la KLM remonte la piste avec à son bord 248 passagers et membres d'équipage. La tour de contrôle donne l'ordre à l'équipage d'aller en bout de piste, de faire un virage de 180 degrés et d'attendre l'autorisation de décollage. La visibilité est maintenant réduite à 300 mètres. Les contrôleurs aériens ne voient pas les avions et n'ont aucun radar au sol pour les aider. Ils ne peuvent compter que sur les communications radio. « 17h02. Le contrôleur aérien autorise le Boeing de la Paname à rouler derrière l'avion de la KLM. L'équipage doit ensuite emprunter la 3e sortie et attendre. Les conditions météorologiques se détériorent. On était derrière l'avion de la KLM et on ne voyait même pas la piste. Il faisait noir. 17h04. L'appareil de la KLM effectue sa rotation de 180 degrés et s'aligne pour le décollage. L'avion de la Paname remonte toujours la piste principale. Le commandant et son copilote cherchent la 3e sortie, mais ils ne connaissent pas cet aéroport et la visibilité est quasiment nulle. Je me suis dit, avec ce brouillard, on ne va jamais décoller. On ne voit même pas le moteur numéro 2. Je suis sûr qu'on ne décollera pas. 17h05. L'appareil de la KLM est aligné. Après 3h30 d'attente, le commandant Van Zanten est prêt à partir. 17h06. Le commandant Van Zanten relâche les freins. Le Boeing 747 s'élance, alors que le Boeing de la Paname est toujours sur la piste, 1400 mètres plus loin. Les 2 Boeing 747 sont tous les deux sur la même piste, et le brouillard est maintenant très dense. Dans l'avion de la Paname, Jack et Johanny voyagent en première classe. Johanny m'a dit « Et si jamais il décolle ?» J'ai répondu avec des involtures « T'inquiète pas, s'il nous percute de plein fouet, on ne sentira rien. » 17h06 et 18 secondes. La tour de contrôle demande au pilote de la KLM d'attendre. Attendez pour le décollage, je vous rappelle. Mais ils n'attendent pas. Le Boeing 747 du commandant Van Zanten s'élance sur la piste. 17h06 et 45 secondes. Ce que le copilote de la Paname voit par sa fenêtre lui glace le sang. Le Boeing de la KLM et ses 300 tonnes foncent droit sur les 396 passagers et membres d'équipage de la Paname. Pour les sauver, il faut quitter la piste le plus vite possible. Victor Grubbs, le commandant de bord de la Paname, pousse la manette des gaz à fond pour tenter d'éviter l'autre appareil. J'ai entendu les moteurs s'emballer et on a fait un brusque virage à gauche. Mais il est trop tard. 17h06 et 50 secondes. L'appareil de la KLM percute le Boeing de la Paname à 290 km/h.
Il y a eu un bruit assourdissant. J'ai eu l'impression que chaque molécule d'air explosait. J'ai pensé que c'était une bombe. Il y avait des débris métalliques partout, et presque tout de suite après, l'avion a pris feu. J'ai regardé autour de moi et je me suis dit, on est pris au piège. Les contrôleurs aériens entendent les explosions, mais à cause du brouillard, ils ne voient rien. Le contact radio avec les avions est coupé. Le 747 de la KLM a percuté à vive allure le Boeing de la Pan Am, sectionnant son pont supérieur. Il a fini sa course un peu plus loin sur la piste. On a entendu un grondement et une explosion terrible. J'ai compris que pour les passagers de l'autre avion, c'était fini. Les contrôleurs de la tour déclenchent l'alarme. Sur ces premières images de la télévision, les pompiers luttent contre l'incendie du Boeing de la KLM. Ils ne trouveront aucun survivant. Dans cet épais brouillard, ils ne se doutent pas qu'à 450 mètres de là, le Boeing de la Pan Am est également en feu, avec des centaines de passagers à bord. Sans hésiter une seconde, Jack se porte au secours d'autres passagers. J'étais recouvert de carburant, mais je me suis dit, il faut faire sortir tous ces gens. Et j'ai aidé des gens à sauter par la porte. Pendant ce temps, Joan Jackson et une autre hôtesse essaient de quitter l'appareil. Je crois que je suis passée par un trou. Je me suis retournée et j'ai dit « Suzanne, donne-moi ta main ». Et on s'est retrouvés debout sur l'appareil. Le Boeing de la Pan Am est immobilisé, mais ses moteurs tournent encore à plein régime. J'entendais leur bruit et j'ai compris qu'ils projetaient des bouts de métal partout. Il y a eu une autre explosion et l'hôtesse qui aidait les passagers a été tuée sur le coup. Elle a été décapitée. C'était pas beau à voir. Joan et sa collègue sont toujours sur l'avion. Je me suis dit, si on saute, on va se casser les jambes et on ne pourra pas fuir. Mais l'avion commence à se désintégrer. Comme le fuselage avait été touché et commençait à s'affaisser, on a fini par sauter pour s'éloigner de l'appareil. Une nouvelle explosion éjecte Jack de l'avion. Joanie m'a dit que j'avais été éjecté. Et dès que j'ai repris mes esprits, elle a dit qu'il fallait qu'on parte. On s'est traîné tant bien que mal et la dernière explosion a tout détruit, à part les ailes. Sur les 396 personnes à bord, seules 61 survivront. Joan Jackson et sa collègue s'en sortent avec des blessures superficielles. On n'arrivait pas à croire qu'il y ait si peu de survivants. On cherchait les autres passagers et le reste du personnel. Je me disais qu'en faisant le tour de l'appareil, j'allais trouver ces 400 personnes, ainsi que l'équipage. C'étaient mes amis. Malheureusement, je me trompais. On n'arrivait pas à y croire. Jack Ridout porte secours à 12 personnes. Il souffrira de brûlures au 3e degré au visage et au bras. Ça a été mon Vietnam à moi. C'était horrible, un vrai carnage. Tous les passagers du vol KLM et la majorité de ceux du vol Pan Am périssent dans l'incendie. C'est la collision la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation civile. Elle fera au total 583 victimes. Le monde est en état de choc.
Le Boeing 747 est l'appareil le plus moderne du moment. Mais il transporte aussi 2 fois plus de passagers que les autres avions. Sur la piste, il ne reste plus que les débris carbonisés des deux 747. Le drame aura duré 8 minutes. Nous allons maintenant reconstituer l'enchaînement des faits afin de comprendre ce qui s'est passé. Grâce à une reconstitution en 3D, nous irons au cœur même de la tragédie. Les autorités espagnoles envoient rapidement des experts. Jaime Velarde, un des enquêteurs, quitte immédiatement Madrid et arrive à Tenerife. Quand on est arrivé, on a tout de suite su qu'on avait affaire à une véritable catastrophe. La situation était apocalyptique. Tout le monde était bouleversé par ce désastre. Jaime Velarde se rend sans tarder sur le site. Quand on enquête sur un accident d'avion, il faut aller sur le site le plus vite possible. Ça nous permet de découvrir et de photographier les indices sur place. Des enquêteurs arrivent des États-Unis et des Pays-Bas pour représenter les 2 compagnies impliquées dans l'accident. L'un des enquêteurs néerlandais, Frans Herart, est choqué par ce qu'il voit. On était affligés et étonnés par la quantité de débris. On n'avait jamais vu ça avant. Je me souviens aussi qu'il y avait une odeur étrange. Après, on a compris que c'était l'odeur de la chair brûlée. C'était vraiment horrible. C'est le pire accident que j'ai jamais vu. Les enquêteurs sont confrontés à de nombreuses questions. Pourquoi le Boeing de la Pan Am était-il toujours sur la piste? S'agissait-il d'une nouvelle bombe? Grâce au rapport d'enquête officiel, nous pouvons reconstituer ce qui s'est passé. Au début, je n'échafaudais aucune théorie. Il était trop tôt pour tirer des conclusions. Ce qui comptait, c'était de récolter des preuves et rien d'autre. En premier lieu, il faut localiser les boîtes noires. Elles enregistrent à la fois les conversations dans le cockpit et les paramètres techniques. Les enquêteurs les retrouvent rapidement, mais il y a un problème. Les boîtes ont été sérieusement endommagées et il faudra peut-être des semaines pour déchiffrer les enregistrements. En attendant, les enquêteurs devront se contenter des cassettes de la tour de contrôle. Tout le monde était très tendu parce que c'était le premier indice que nous allions découvrir sur les causes de cet accident. Les enquêteurs écoutent méticuleusement les dernières conversations avant la collision. Ils cherchent à comprendre pourquoi le Boeing de la KLM a décollé alors qu'un 747 de la Pan Am se trouvait encore sur la piste. Le contrôleur aérien a-t-il donné l'autorisation de décoller? 1 minute et 23 secondes avant la collision. L'appareil de la KLM vient d'effectuer un virage de 180 degrés en bout de piste. KLM 4805 prêt à décoller. Demandons clairance de départ. Le copilote ne demande pas une autorisation de décollage, mais une clairance de départ pour connaître les consignes de circulation aérienne. Le contrôleur délivre la clairance de départ et le copilote la collationne. 33 secondes avant la collision. Sur les cassettes, on entend le copilote collationner la clairance, puis dire une chose surprenante. Prêt, nous décollons. L'enquêteur américain Bill Edmonds est stupéfait par ce qu'il entend.
C'était difficile de comprendre s'il disait « on décolle » ou « on se prépare à décoller ». Peut-être qu'il disait qu'ils étaient prêts pour le décollage, ou bien il était en train de dire qu'ils entamaient la procédure de décollage. 28 secondes. Le contrôleur espagnol semble également surpris par la phrase du copilote de la KLM. Ok, attendez pour décollage, je vous rappelle. Attendez est le dernier ordre passé par la tour à l'appareil de la KLM. L'autorisation de décollage n'a jamais été donnée. Pourtant, le commandant Van Zanten s'est élancé sur la piste. D'après les enregistrements de la tour, le pilote néerlandais aurait fait une terrible erreur. Cet homme, pour des raisons qu'il nous faudra élucider, a décollé sans autorisation. Van Zanten est l'un des pilotes néerlandais les plus respectés. KLM s'est même servi de son image pour leur publicité. Pilote de ligne depuis 27 ans, il a alors 11 700 heures de vol à son actif. Difficile de croire qu'un pilote aussi expérimenté puisse faire une erreur aussi grossière. Les preuves sont pour l'instant accablantes, mais l'enquête est loin d'être terminée. Il faudra patienter encore plusieurs jours pour écouter les boîtes noires. Les cassettes de la tour de contrôle réservent une autre surprise aux enquêteurs. L'équipage de la Paname n'a pas obéi non plus aux consignes. 4 minutes avant la collision. La tour de contrôle demande à l'équipage de la Paname d'emprunter la 3e sortie. Or, les enquêteurs savent que la collision s'est produite plus loin, près de la 4e bretelle d'accès. Pourquoi le commandant de la Paname n'a-t-il pas tourné plus tôt? L'accident le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation civile s'est donc produit au sol sur l'aéroport Los Rodeos de Tenerife. D'après les enregistrements de la tour de contrôle, le commandant de la KLM, Jacob Van Zanten, aurait décollé sans autorisation. Grâce à une reconstitution en 3D et au rapport officiel du gouvernement espagnol, nous allons vous révéler les véritables causes de la tragédie. Les enquêteurs ont découvert un nouvel élément. L'avion de la Paname n'a pas quitté la piste à temps. Le commandant de bord, Victor Grubbs, aurait-il fait une énorme erreur? Pour le savoir, les enquêteurs commencent par étudier le plan de l'aéroport. Los Rodeos est un petit aéroport qui n'a qu'une seule piste d'envol et une piste de roulage parallèle. Il existe 4 bretelles d'accès entre la piste de roulage et la piste d'envol. Le jour de l'accident, les contrôleurs à Tenerife doivent gérer un trafic plus dense que de coutume, en raison de la fermeture de l'aéroport de Grande Canarie. Ils sont obligés d'immobiliser les avions sur la piste de roulage. Avant de décoller, tous les avions doivent donc remonter la piste d'envol. Les enquêteurs examinent ensuite la position exacte des avions quelques secondes avant la collision. 4 minutes et 46 secondes avant l'impact. Le Boeing de la Paname suit celui de la KLM sur la piste. L'équipage de la Paname utilise une petite carte pour localiser la sortie C3. Mais les sorties sont mal indiquées et la visibilité de plus en plus réduite. Ils remontent la piste en comptant les bretelles d'accès au fur et à mesure. D'abord C1. Puis C2. La sortie qui pose problème, c'est la 3e. C3. L'équipage de la Paname n'avait pas l'air de savoir quel taxiway il devait prendre. Pourtant, les cassettes de la tour confirment les instructions des contrôleurs. Vous
confirmer que le Panam 1736 doit tourner à gauche à la 3e intersection. 3e sortie. 1, 2, 3, 3e. 1 minute et 6 secondes avant le désastre. Le Boeing de la Panam dépasse la sortie C3 et continue en direction du 747 de la KLM qui, lui, se prépare à décoller. La manœuvre pour emprunter la bretelle C3 aurait été difficile à effectuer avec un Boeing 747. Les enquêteurs américains pensent que le virage était trop serré et que l'équipage a dû penser la même chose. Les calculs que nous avons effectués ont montré que l'appareil de la Panam n'aurait pas pu tourner à cet endroit-là. À la place du commandant, je n'aurais pas tenté un virage aussi serré. Alors pourquoi le contrôleur a-t-il donné cet ordre au Boeing de la Panam? Probablement parce qu'il n'avait pas l'habitude des 747. D'autres appareils auraient effectué facilement cette manœuvre. Selon les enquêteurs américains, une autre raison pourrait expliquer que le commandant ait raté la sortie C3. Au moment où il doit quitter la piste principale, le pilote de la Panam est distrait par la radio. KLM 4805 prêt à décoller. Attendons clairance de départ. Ils écoutaient sans doute ce que disait l'équipage de la KLM au lieu de se concentrer sur le taxiway. 35 secondes avant le drame. Le copilote de la KLM dit à la tour. Prêt à décoller. Immédiatement, le copilote de la Panam s'immisce dans la conversation. Panam 1736, remontons toujours la piste. L'équipage de la KLM reçoit toutes les communications radio. Il devrait donc savoir que le Boeing de la Panam est juste devant sur la piste. Pourtant, le commandant le plus expérimenté de la flotte néerlandaise pousse la manette des gaz et s'élance sur la piste. « 35 secondes avant le drame. Le copilote de la KLM dit à la tour. Prêt à décoller. Immédiatement, le copilote de la Panam s'immisce dans la conversation. Panam 1736, remontons toujours la piste. L'équipage de la KLM reçoit toutes les communications radio. Il devrait donc savoir que le Boeing de la Panam est juste devant sur la piste. Pourtant, le commandant le plus expérimenté de la flotte néerlandaise pousse la manette des gaz et s'élance sur la piste. Les enquêteurs savent dorénavant que les pilotes des deux avions n'ont pas obéi aux ordres des contrôleurs. Ils vont donc s'intéresser au comportement des deux équipages. Sur les cassettes de la tour de contrôle, on sent qu'une certaine tension régnait dans le cockpit de la KLM. Le commandant a fait preuve d'une certaine impatience. Le Boeing de la KLM est bloqué à Tenerife depuis presque 3h30. Les enquêteurs apprennent par les boîtes noires que le capitaine Van Zanten a peur de dépasser son quota d'heures de travail. Il doit encore récupérer 300 passagers à Grande Canarie et les ramener à Amsterdam. S'il est en retard, l'équipage devra respecter une période de repos et KLM devra payer l'hôtel à toutes les personnes à bord. Qui plus est, le brouillard fait son apparition et réduit sensiblement la visibilité. Le commandant est tendu. Tous les commandants de bord considèrent qu'il y a des problèmes au sol, mais qu'une fois dans les airs, tout ça disparaît. Ils se prennent pour les maîtres du ciel, et ce sont eux qui décident.
Je pense que c'est ce qui s'est passé dans la tête de ce pilote. L'Association américaine des pilotes de ligne a également analysé les facteurs psychologiques. Depuis 6 ans, le commandant Van Zanten passait beaucoup de temps à former d'autres pilotes. Si quelqu'un passe plus de temps à former des gens qu'à voler, il finit par s'habituer à l'environnement du simulateur. En fait, depuis 6 ans, le commandant Van Zanten n'a volé en moyenne que 21 heures par mois. Et il n'a pas effectué le moindre vol depuis 12 semaines. Bill Edmonds invoque un phénomène appelé syndrome de l'instructeur. Le pilote aurait du mal à faire la distinction entre réel et virtuel. Dans un simulateur, vous n'hésitez pas. Vous faites votre manœuvre, vous vous arrêtez, vous reconfigurez le simulateur, vous refaites la manœuvre, et quand vous êtes prêt à faire quelque chose, vous foncez, vous le faites. Dans le simulateur, l'instructeur joue le rôle du contrôleur. C'est lui qui donne la clairance de départ et l'autorisation de décollage. Il n'a pas à attendre l'autorisation de la tour de contrôle. Le commandant Van Zanten était prêt à décoller. Quand tout a été prêt pour le décollage, il a voulu partir. Il ne s'est sans doute pas demandé où les autres avions se trouvaient sur la piste. Lui, en tout cas, était prêt à partir. Les effets de ce syndrome de l'instructeur sur Van Zanten ne pourront jamais être prouvés. Mais une autre question reste en suspens. 18 secondes avant la collision. Le capitaine Van Zanten pousse la manette des gaz à fond. 2 autres membres d'équipage sont à ses côtés. Pourquoi ne l'en empêche-t-il pas ? Donc, les cassettes de la tour de contrôle ont montré que le commandant Van Zanten avait décollé sans autorisation. Et les enquêteurs savent aussi que le Boeing de la Pan Am avait raté la sortie et se trouvait toujours sur la piste. Les enquêteurs comptent maintenant sur les boîtes noires endommagées. Elles pourraient apporter quelques éléments nouveaux. Chaque Boeing 747 est équipé de 2 boîtes noires qui enregistrent les paramètres techniques ainsi que les 30 dernières minutes de conversation dans le cockpit. L'enquêteur espagnol Jaime Velarde apporte lui-même les boîtes noires à Washington, où elles sont analysées par un laboratoire spécialisé. L'enquête a été très difficile, parce qu'il fallait analyser quasiment toutes les voix enregistrées. Jusque-là, les enquêteurs se sont basés sur les enregistrements de la tour de contrôle. Mais 2 semaines après le début de l'enquête, ils peuvent enfin écouter les boîtes noires. On peut mettre plusieurs jours à écouter 30 minutes de conversation dans le cockpit. On essaie d'identifier qui parle, ce qu'ils disent et ce qui se passe en même temps. C'est seulement en comparant les boîtes noires des 2 avions et les cassettes de la tour de contrôle que les enquêteurs font une incroyable découverte et comprennent enfin ce qui s'est passé. Dans le cockpit du Boeing de la KLM, l'équipage n'a pas entendu certains messages, pourtant parfaitement audibles sur les enregistrements de la tour. Au moment où le commandant Van Zanten compte sur les communications radio, un long sifflement brouille des messages. Patrick Smith est pilote de ligne et a analysé de nombreux accidents d'avion. Quand on communique avec les contrôleurs aériens, c'est comme une seconde nature pour nous. On n'imagine pas que quelque chose pourrait tomber en panne et nous tuer. Là, un problème technique banal a causé un terrible accident. Le système de communication en service à Los Rodeos en 1977
est encore utilisé aujourd'hui partout dans le monde. Les avions communiquent avec les contrôleurs aériens par un système de radio VHF. À l'aéroport, tous les avions sont sur la même fréquence. Ils peuvent recevoir des instructions et savoir ce qui se passe autour d'eux. Mais ce système a ses limites. Ce n'est pas comme au téléphone, où deux personnes peuvent se parler en même temps. Pour vous donner un exemple, ça ressemble plus à un talkie-walkie. On appuie sur un bouton et on parle. Une seule personne peut parler sur la fréquence. Chacun doit attendre son tour. Quand deux ou plusieurs personnes essaient d'utiliser cette fréquence en même temps, cela provoque un signal aigu, une interférence. Quand il y a une interférence sur une fréquence ouverte, 999 fois sur 1000, c'est sans conséquence. Mais ce jour-là, à Tenerife, les conséquences seront dramatiques. 67 secondes avant l'impact. Le commandant Van Zanten a effectué le difficile virage à 180 degrés en bout de piste. L'enregistreur de paramètres techniques révèle qu'il met les gaz. D'après les conversations enregistrées, le copilote est inquiet. Attendez, on n'a pas la clairance de départ. Le commandant Van Zanten lui répond sèchement. Je le sais, allez-y, demandez-la. 44 secondes avant l'impact. Tandis que le copilote de la KLM collationne la clairance de départ, l'enregistreur des paramètres techniques montre que Van Zanten a déjà commencé à accélérer. Il n'attend pas que son copilote ait terminé. 37 secondes. On décolle. Mais le Boeing de la Pan Am remonte toujours la piste. D'après les cassettes de la tour de contrôle, les enquêteurs savent que le contrôleur a demandé au Boeing de la KLM d'attendre l'autorisation de décoller. Ok, attendez pour le décollage, je vous rappelle. Au même moment, comme le montrent les enregistrements du cockpit de la Pan Am, l'équipage américain réagit également. Pan Am 1736, remontons toujours la piste. Le contrôleur et la Pan Am répondent en même temps. Comme le prouvera l'enregistrement des conversations du cockpit de la KLM, cela crée une interférence. Le commandant Van Zanten entend « OK », mais il n'entend pas le contrôleur dire « Attendez pour le décollage, je vous rappelle. » Il n'entend pas non plus la Pan Am dire « Pan Am 1736, remontons toujours la piste. » Il continue à accélérer sur la piste. L'une de ces deux phrases aurait dû l'arrêter. Mais comme elles ont été dites simultanément, il n'a entendu qu'un bruit confus. 28 secondes plus tard, le Boeing de la KLM percute celui de la Pan Am. Pour l'enquêteur néerlandais, cette preuve disculpe le commandant Van Zanten. Cette découverte a été importante pour l'enquête. Et je reste persuadé que si l'équipage de la KLM avait entendu ces messages, il aurait stoppé le décollage. L'interférence s'est produite 30 secondes avant l'impact, bloquant deux messages capitaux. Mais Van Zanten aura encore un ultime avertissement. 24 secondes avant la collision. Le contrôleur espagnol rappelle l'appareil de la Pan Am et lui demande s'il a dégagé la piste. Papa Alpha 1736, rappelez, piste dégagée. Le copilote de la Pan Am répond « Ok, rappellerons piste dégagée. » Cette conversation est audible dans le cockpit de la KLM. Mais un seul membre d'équipage semble y prêter attention. Le mécanicien de bord l'a comprise, au moins en partie. Le Pan Am n'a pas dégagé la piste? Le commandant qui est en train de décoller dit quelque chose comme « Qu'est-ce que vous dites ?» Qu'est-ce que vous dites? Le Pan Am n'a pas dégagé la piste? La réponse de Van Zanten est catégorique. Mais si. Mais si.
Après ça, le mécanicien ne dit plus un mot. Le mécanicien à bord est le moins expérimenté des trois. Il n'ose pas mettre en doute le commandant. Les enquêteurs espagnols et américains condamnent le comportement du commandant Van Zanten ce jour-là. Mais le rapport final montrera que le sort était vraiment contre lui. Le commandant Van Zanten a donc décollé sans autorisation et percuté le Boeing 747 de la Paname qui remontait sur la même piste. Mais les enquêteurs découvrent maintenant qu'il a tenté d'éviter la catastrophe. Quelques secondes avant la collision, le commandant Van Zanten essaie de passer au-dessus du Boeing de la Paname. Il relève le nez de son avion tellement brusquement que la queue de l'appareil touche la piste. Le nez et les roues avant évitent le Boeing de la Paname. Mais le gros porteur ne s'élève pas suffisamment vite. Le moteur numéro 1 du Boeing de la KLM effleure l'appareil de la Paname et c'est la catastrophe. Comble de malchance, le commandant Van Zanten avait pris à bord 55 000 litres de kérosène supplémentaire pour gagner du temps ensuite sur l'aéroport de Grande Canarie. Sans cela, l'avion aurait sans doute pu décoller plus vite et éviter la catastrophe. Le ravitaillement du Boeing de la KLM a aussi joué un rôle, c'est sûr. Plus vous êtes lourd, plus la course de décollage doit être longue. La catastrophe de Tenerife est le résultat d'un concours de circonstances suite à des défaillances à la fois humaines et techniques. Selon le pilote et écrivain Patrick Smith, on peut aujourd'hui éviter les interférences radio et donc de nouveaux accidents. Les interférences peuvent être évitées. Il existe aujourd'hui un instrument qui peut être inséré dans les systèmes de communication des avions pour empêcher les transmissions simultanées. On ne peut pas parler en même temps qu'une autre personne. Les ingénieurs aéronautiques peuvent installer ces instruments pour 13 000 $ seulement, ce qui est peu par rapport au coût d'un avion neuf qui peut atteindre 200 millions de $. Mais même si certaines compagnies aériennes se proposent de l'installer, ce n'est pas encore obligatoire. Les enquêteurs ont donc reconstitué les faits qui ont conduit à la catastrophe de Tenerife. Tout d'abord, les contrôleurs aériens ont donné l'ordre à 2 Boeing 747 de rouler sur la même piste en même temps. Ensuite, par un épais brouillard et perturbé par la configuration des pistes, le pilote de la Paname a raté la bretelle d'accès et est allé trop loin sur la piste. Quelques secondes plus tard, le pilote néerlandais, le commandant Van Zanten, a lancé la procédure de décollage sans autorisation. Enfin, une interférence sonore a empêché le commandant de la KLM d'entendre des messages qui lui auraient sans doute fait annuler le décollage. Pour les survivants de Tenerife, le cauchemar dure des mois. J'avais peur de tout. Je ne voulais plus monter en voiture. Je ne supportais plus que mon mari s'éloigne. Je voulais juste rester chez moi, les rideaux tirés, comme on voit parfois au cinéma. Tout me faisait peur. Suivi par un psychologue, Joanne reprend son travail 3 mois plus tard. Je suis toujours hôtesse de l'air. Je fais maintenant ce métier depuis 34 ans et je pense continuer encore 6 ou 8. J'adore voyager. Chez lui, à San Diego, Jack passe à la télévision. Jacques Ridoux s'en est sorti. Il a aussi aidé des passagers à évacuer le Boeing de la Paname à Tenerife. Ce qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu ça soi-même, c'est que les séquelles durent des années et des années. Pendant 1 an, j'ai revu ces images quasiment toutes les nuits.
Le président Carter enverra une lettre à Jack pour le remercier de ce qu'il a fait. Le nouvel aéroport, construit au niveau de la mer au sud de Tenerife, accueille aujourd'hui la plupart des visiteurs. Il est rarement recouvert de brouillard. Le vieil aéroport au nord est toujours en service. Les autorités ont installé un système de radar au sol. Depuis la collision, la piste a été surtout utilisée pour les vols régionaux inter-îles. Mais aujourd'hui, devant l'explosion du tourisme, de gros porteurs se posent et décollent de nouveau dans le brouillard de l'aéroport Los Rodeos de Tenerife.